Un pays privé depuis plusieurs décennies de son génie personnel, un pays empêché depuis plusieurs décennies d'être lui-même. Merci de partager la présente conférence. Vous êtes d'ores et déjà 200 personnes et nous allons commencer cette conférence. Chers amis, je me suis engagé le 16 avril 2020 à initier une pétition demandant la démission immédiate de l'ambassadeur de France au Cameroun, un certain monsieur Christophe Guilloux, au motif que celui-ci s'était gravement ingéré, ouvertement ingéré dans les affaires publiques du Cameroun, non seulement en organisant de pseudo-audiences avec un chef d'État disparu, le président de facto Paul Biya, mais aussi en se mêlant ouvertement de la gestion des institutions régaliennes du peuple camerounais, en se mêlant ouvertement et publiquement des affaires de défense, en organisant des réunions de gouvernement dans lesquelles il était littéralement dans la posture d'un proconsul. Tout le monde a vu l'activisme débordant de l'ambassadeur de la République française au Cameroun, M. Christophe Guilloux. Cet activisme débordant a tellement outré les Camerounais, outré les amis de l'émancipation africaine et outré tous les citoyens du monde, y compris des Français, des Américains, des Européens en général, amis de la liberté des peuples, que nous avons été accompagnés dans l'acte de cette pétition pour le départ immédiat du Cameroun de M. Christophe Guilloux. Nous avons été accompagnés par plus de 100 000 personnes, parmi lesquelles une écrasante majorité de Camerounais, bien sûr, d'Africains, d'Européens, d'Américains, d'Asiatiques, amis de la liberté des peuples. Je voudrais commencer par saluer tous ceux qui ont cru en notre appel et tous ceux qui ont vu dans cette action une portée citoyenne profonde, à savoir la décision de faire savoir, non seulement à la République française et à ses plus hautes autorités, mais également à toutes les instances des organisations internationales, que les peuples africains de ce 21e siècle ne veulent plus que la République française choisisse leurs dirigeants à leur place. Que les peuples africains en ce 21e siècle ne permettront plus jamais à quelque puissance dans le monde de venir choisir à la place des peuples les dirigeants, c'est-à-dire les élus municipaux, les élus régionaux, les élus aux assemblées, les élus des sénats et encore plus le président de la République. Les peuples africains de ce 21e siècle disent non. Et c'est ce non qui se traduit aujourd'hui par un non continental à tous les troisièmes mandats, un non continental à toutes les présidences à vie. C'est un non qui va, de Nouakchott à Dakar, de Dakar à Abidjan, d'Abidjan à Conakry, de Conakry à Lomé, de Lomé à Niamey, de Niamey à Abuja, d'Abuja à Bissau, de Bissau à Freetown, de Freetown de Freetown à N'Djamena, de N'Djamena à Yaoundé, de Yaoundé à Libreville, de Libreville à Bangui, de Bangui à Brazzaville, de Brazzaville à Kinshasa. Toute l'Afrique, l'Afrique des peuples, j'entends, dit non aux présidences à vie à la tête de nos républiques et elle dit non au troisième mandat. Convaincu de la justesse de cette cause, pas seulement pour le peuple camerounais, mais pour tous les peuples africains, en lutte pour leur véritable indépendance structurelle, en lutte pour le passage de l'indépendance de bouche, ce qu'on a appelé l'indépendance formelle, vers l'indépendance réelle, c'est-à-dire l'indépendance de contenu, nous avons initié une pétition, dont certains se moquèrent au début, quand elle n'avait que 300 signataires. Elle est montée sur la version Internet à plus de 50 000 signataires et sur la version qui avait été organisée par nos téléphones, elle a fait pratiquement autant, voire un peu plus, en tout cas débordant au total plus de 100 000 signataires. Donc pratiquement 85% de citoyens du Cameroun, de l'intérieur et de l'extérieur et le reste composé d'Africains et d'amis de l'Afrique. Donc des Européens, des Américains, des Asiatiques ont signé cette pétition. Nous en avons les listes qui témoignent d'une volonté de dire stop à la politique de la France-Afrique basée au Cameroun. Stop à cette politique. Cette pétition a d'abord été adressée au président de la République française, Emmanuel Macron, qui l'a réceptionné, a accusé réception. Le courrier est disponible. La réaction de la présidence de la République française et du ministère français des Affaires étrangères, tout comme de la primature de la République française, a été d'accuser réception de cette pétition, mais en même temps de l'ignorer dans une première phase.
Cette pétition devenant un acte populaire, un acte d'engouement populaire qui amenait à constater la démarche qu'avait entreprise le président élu du Cameroun, élu le 7 octobre 2018, le professeur Maurice Kamto, lequel avait dès le mois de mars appelé à constater la vacance de la présidence de la République par un courrier adressé au président de l'Assemblée nationale, cette pétition venant à renforcer la conviction camerounaise que le pays n'était plus dirigé, même pas par son président de facto, depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Cette pétition finit par faire mouche au point que les principaux médias français, RFI, France 24 et par la suite Le Monde, Libération, Figaro, en fassent écho. Et à ce moment-là, le gouvernement français dut réagir par la bouche de son ministre des Affaires étrangères, qui délégua rapidement quelqu'un pour menacer votre serviteur, le meneur de la pétition, et tous les plus de 100 000 pétitionnaires en disant qu'il s'agissait d'outrage contre l'ambassadeur de la République française au Cameroun et que cela était intolérable et que cet ambassadeur avait effectivement rencontré un certain monsieur Biya le 16 avril 2020. Ceci ne passa pas, d'autant plus qu'une bonne partie de la presse française avait depuis lors basculé dans le doute, dans le scepticisme. C'est ainsi que Le Monde publiait le 1er mai 2020 un article disant que la presse française n'avait aucune preuve de l'existence de M. Biya à la tête de l'État et que celui-ci avait définitivement disparu de tous les radars au minimum depuis le mois de mars 2020. L'AFP, Agence France Presse, regroupant plus de 300 journalistes parmi les plus grands fins limiers, les plus grands enquêteurs du monde, publiait quelque temps avant une dépêche disant que M. Biya avait disparu de tous les radars depuis au moins le mois de mars 2020. Et ainsi, l'écrasante majorité de l'opinion cultivée française rejoignait les pétitionnaires camerounais pour constater la disparition de M. Biya. Dans ces conditions, malgré toutes les agitations de M. Philippe Larieux, le deuxième adjoint de l'ambassadeur de France au Cameroun, malgré les émissions accordées sur la chaîne officielle camerounaise par l'ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guillou, dans lesquelles, bien sûr, s'adonnant à son jeu favori, celui du ponce-pilatisme, il se lavait les mains de tous les problèmes camerounais, tout en avouant pourtant qu'il en était parfaitement informé, et même qu'il s'en mêlait matin, midi et soir, comme on l'avait vu à l'école militaire, comme on l'avait vu réunir d'urgence les membres du gouvernement, assurer littéralement la présidence du proconsulat postcolonial du Cameroun. Eh bien, cet ambassadeur était définitivement en ligne de mire et les Camerounais lui avaient fait savoir qu'il était persona non grata. Nous ne nous sommes pas arrêtés là. Les menaces pleuvaient. Dans nos téléphones, par mail, par conseils amicaux interposés, nous reçûmes une flopée de menaces de mort, de menaces de poursuites judiciaires, de menaces d'arrestation, de menaces de privation de droits civiques et citoyens, venant de tous bords. Nous résistâmes et nous poursuivîmes notre action. En introduisant, courant juin 2020, le texte de notre pétition et des arguments supplémentaires auprès de l'Union européenne. Parce que l'Union européenne a une rubrique qui est disponible et dont j'ai mis copie sur ma page Facebook pour vous. Elle a une rubrique qui indique les domaines dans lesquels tout citoyen de l'Union européenne a le droit, individuellement ou dans le cadre d'une association, de former une pétition pour appeler les élus de l'Union européenne à se pencher sur cette question. Nous avions vérifié cela. Il s'agit du domaine 38 qui est disponible sur le site de la Commission de l'Union européenne. Et il est dit, parmi les domaines dans lesquels l'Union européenne peut être saisie par des citoyens européens, afin qu'elle intervienne, il y a un domaine qui est clair, affaires étrangères et politique de sécurité. Pour nous, il était très clair que l'ingérence de l'ambassadeur de France dans les affaires du Cameroun et sa tentative de casser le constat de la vacance de la présidence de la République du Cameroun, sa tentative de casser le constat de la tentative de gré à gré, sa tentative de faire oublier aux Camerounais que le régime voulait convoquer le corps électoral pour parachever son armature et à la distribution de sa mangeoire de corrompus à tous les étages, corrompus municipaux, corrompus à l'Assemblée nationale, corrompus au Sénat, corrompus au gouvernement, corrompus, bien sûr, à la présidence de la République. Bien sûr, nous voyons très bien que la puissance française faisait tout pour empêcher l'opposition camerounaise et le peuple camerounais de faire constater que M. Biya avait disparu à la tête de l'État,
et qu'il fallait, pour une fois, enfin, résoudre pacifiquement la tragédie du Nozo, le nord-ouest-sud-ouest Cameroun, par le dialogue, et réformer le cadre électoral pour permettre au peuple camerounais de disposer de ce pourquoi se bâtirent nos glorieux ancêtres depuis la fin du 19e siècle. Les Kouvali Kenyé, les Martin Paul Samba, les Douala Mangabel, les Njoya Bamoun, les Ruben Umnyobel, les Osende Afana, les Léonard Bouli, les Abel Kingé, les Félix Roland Moumier, les Osende Afana, les Ernest Wandier, les Ngououngli Massaga se sont battus avec tous leurs camarades pour que le peuple camerounais choisisse enfin un jour ses dirigeants. C'est le même combat que devait mener dans les années 90 ni John Frundi et ses compagnons. C'est ce combat que porte sur ses épaules aujourd'hui le président Maurice Kamto. Leader incontestable de la résistance du peuple camerounais contre la privation de son droit de disposer de lui-même, c'est-à-dire de choisir en toute transparence, en toute équité et sans violence ses propres dirigeants. Nous décidâmes, donc, puisque l'Union européenne se reconnaissait la compétence de trancher sur les questions des affaires étrangères, c'est-à-dire les affaires étrangères de tous les États membres de l'Union européenne, et puisque la France est membre de l'Union européenne, nous décidions de porter l'ingérence française au Cameroun sur la table de l'Union européenne. Oh, quel scandale! Chers amis, je me dois de vous témoigner que lorsque nous rédigeâmes le courrier, qui est resté lettre secrète, pour l'introduire dans les instances de l'Union européenne, mais que de menaces ne plurent point de partout. Le Quai d'Orsay, les renseignements généraux, un certain nombre de responsables politiques français nous firent parvenir d'une manière ou d'une autre l'information selon laquelle là nous étions en train de passer les bornes. Comment osions-nous appeler devant le tribunal de l'Europe la puissance française à propos de sa politique en Afrique? Notre argument était double. Premièrement, que nous sommes citoyens européens en tant que citoyens français. La loi européenne nous autorise en tant que citoyens français de porter plainte au niveau européen, de monter pétition au niveau européen contre un abus d'un des États européens dans sa politique étrangère, puisque la politique étrangère de l'Union européenne n'est rien d'autre que, à la base, la somme des politiques étrangères de tous les États membres de l'Union européenne et qui se sont engagés à aller vers une convergence de leur politique étrangère. L'Union européenne, c'est principalement quoi? C'est, on le sait très bien, la puissance allemande, qui est la première puissance économique européenne, et c'est la puissance française. Et on sait bien que le couple qui constitue le moteur de l'Union européenne, c'est le couple franco-allemand, c'est-à-dire les deux puissances réconciliées à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, la politique étrangère des deux principales puissances de l'Union européenne, notamment depuis le retrait par le Brexit du Royaume-Uni, la politique étrangère de l'Union européenne est par définition la politique étrangère de l'Allemagne et de la France. Quoi de plus normal que de demander donc à l'ensemble des États européens de se pencher sur ce que fait la puissance française en Afrique? Nous nous fondions donc sur le droit européen des peuples et le droit européen des citoyens pour nous exprimer. Et, malgré toutes les menaces, votre serviteur, Sisikou Nyamsiwa Cameroun, introduisit tranquillement sa pétition et la justification de celle-ci dans le couloir de l'Union européenne qui était réservé pour cela. Donc, le premier obstacle était franchi, puisque l'on nous demandait de confirmer que nous maintenions notre pétition malgré les objections qui nous étaient faites. On nous demandait de prouver que nous avions tenté d'obtenir un arrangement amiable avec l'État français à propos du différend qui nous opposait au Cameroun, avant d'introduire cette pétition. On nous objectait qu'il fallait au préalable avoir montré que toutes les voies bien de recours à l'intérieur de la République française ou à l'intérieur des relations franco-camerounaises avaient été épuisées avant que ne soit requis le regard de l'Union européenne. Cela, nous le prouvâmes sans difficulté, puisque notre pétition fut au départ d'abord adressée au président de la République française. Il fut le premier destinataire de la pétition. Au Premier ministre, au ministre des Affaires étrangères par conséquent, puisque ce sont ses collaborateurs. Au Parlement français, qui a reçu copie de notre pétition. Nous avons donc fait acte d'abord de prendre contact avec les autorités françaises pour leur dire que fait votre ambassadeur au Cameroun? Pourquoi il se balade partout? Pourquoi il entre partout? Pourquoi chaque fois qu'on veut constater la vacance de la présidence de la République du Cameroun, il apparaît et vient légitimer l'idée d'une continuité du pouvoir d'un homme disparu, M. Biya, un fantôme inefficace, mais pourtant qui enchaîne les Camerounais
Parce que les Camerounais sont devenus des photolâtres, des photocrates, des photophiles, et même, pour ne pas dire, des photos aliénés. Que fait cet ambassadeur? Pourquoi chaque fois que le peuple camerounais veut comprendre ce qui lui arrive, cet ambassadeur surgit pour faire désapprendre le peuple camerounais? Nous posâmes cette question à M. Macron, qui nous répondit par le silence. Cette question fut posée à M. Le Drian, qui nous répondit par le silence, ou alors par le mépris, la condescendance et la colère affectée de ses porte-paroles. La colère affectée de ses porte-paroles. Donc, nous avions déjà épuisé toutes les voies de recours interne, puisque nous avions commencé, en tant que citoyens français, par nous approcher des autorités françaises pour leur dire, nous, en tant que citoyens français, nous ne vous envoyons pas organiser des dictatures en Afrique. Nous ne payons pas nos impôts ici en France pour que vous utilisiez notre argent pour aller tuer les gens ou accompagner des régimes qui tuent des gens. Ce n'est pas pour cela que nous sommes citoyens. Nous sommes citoyens ici pour que vous nous représentiez dans le monde par une politique exemplaire qui respecte les vertus de l'état de droit et de la démocratie que nous proclamons ici, la liberté, la fraternité, l'égalité, que nous proclamons en République française. Nous aimerions bien que la République française les reflète hors de ses frontières, afin que nous, citoyens français d'adoption ou de naissance, soyons fiers et à l'aise pour pouvoir parler dans le monde, en ne nous faisant pas dire, mais vous, votre pays est responsable de telle ou telle bavure. Oui, cette France-là qui a détruit la Libye, cette France qui, par la colonisation, a détruit l'évolution de nombreux peuples africains, asiatiques, nord-américains et même latino-américains, cette France ne peut pas se permettre au XXIe siècle de continuer tranquillement la même politique au nom de ce que Pascal Bruckner a appelé la non-nécessité du sanglot de l'homme blanc, de la culpabilité envers tout ce qui a été fait dans le tiers-monde. Non, la France ne peut pas dire que la colonisation a eu des bienfaits, puisque les rares fois qu'elle a dû être l'objet d'une colonisation, elle est allée chercher les Africains pour combattre. Si la colonisation avait des bienfaits, quand Hitler s'est installé sur la France en 1939, pratiquement donc jusqu'en 42, 43, 44, il eût fallu laisser Hitler continuer son travail si la colonisation avait des bienfaits, car l'Allemagne nazie ne faisait rien d'autre que coloniser la France. On se réjouit et on salue dans la ville de Rouen, d'où je vous parle, Jeanne d'Arc, une Française qui résista héroïquement jusqu'au sacrifice de sa vie contre l'invasion coloniale de troupes anglaises. On la salue. Mais comment le pays qui salue les rebelles anticoloniaux, comme Jeanne d'Arc, des rebelles anticoloniaux comme De Gaulle, peut-il ne pas comprendre que l'Afrique a besoin que ces peuples accèdent eux aussi à la souveraineté que glorifie si bien la République française? Nous avions donc épuisé toutes les voies de recours, puisque M. Macron avait choisi de nous ignorer. M. Le Drian avait choisi de nous sous-traiter auprès de son porte-parole. Et le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères avait choisi de nous brimer, de nous gronder, et même d'adopter un discours de condescendance à propos de notre dénonciation du rôle interlope, loufoque, pervers, le rôle de filou et de voyou de l'ambassadeur de France actuel au Cameroun, M. Christophe Guilloux. Donc, nous réussissons ainsi à introduire la pétition qui franchit la première limite, parce qu'il était question d'empêcher même que la pétition ne soit acceptée. On nous disait que cette pétition ne serait même pas examinée. Eh bien, nous obtîmes qu'elle soit examinée, en démontrant que l'Union européenne devait forcément se pencher sur ce qui se passe au Cameroun et ce qui se passe partout où la France poursuit une politique néocoloniale en Afrique. Alors, il y eut un argument de poids qui pesa pour que cette pétition soit examinée. L'argument de poids était le suivant. La République d'Italie, à travers ses plus hauts dirigeants, le président du Conseil, le Premier ministre et même le vice-premier ministre d'Italie, s'était ouvertement plaint du fait que la pression migratoire subie par l'Europe venant des côtes africaines venait surtout des pays d'Afrique francophone, ancienne colonie française. La République d'Italie était allée plus loin et la trace existe dans les débats au Parlement européen de cette position de la République d'Italie. Elle disait que la politique monétaire organisée par la France en Afrique francophone est en bonne partie responsable de l'appauvrissement de ces pays et de ces peuples et qu'elle déclenche les flux migratoires que subit prioritairement l'Italie qui a ses côtes vraiment au sud de l'Europe. D'ailleurs, un vice-premier ministre italien se permettait de brûler à la télévision un billet de francs CFA en illustration de la colère des Italiens
envers le rôle néfaste de la politique étrangère de la France dans l'appauvrissement des pays d'Afrique francophone, d'où partent les migrants. D'où partent les migrants? Mais ils partent du Cameroun, ils partent du Tchad, ils partent de la République démocratique du Congo, ils partent de Côte d'Ivoire. Cette Côte d'Ivoire où Alassane Draman Ouattara prétend avoir réussi un miracle économique, c'est le troisième pays de départ des migrants d'Afrique. Et la Côte d'Ivoire est le premier pays en 2019 en taux de suicide. C'est-à-dire que les gens qui ont perdu goût à la vie viennent essentiellement en Afrique, d'Afrique francophone. Taux de suicide. Premier pays, Côte d'Ivoire. Les Italiens avaient rassemblé des chiffres qui prouvaient que l'appauvrissement de l'Afrique francophone est en rapport avec son exploitation prioritaire, privilégiée par la République française, et que la monnaie qu'on appelle le franc CFA est un outil de répression monétaire, Tchundjiang Pouemi l'avait établi depuis très longtemps, de contrôle de ces économies et de siphonnage de ces économies. Les dictateurs qui sont donc maintenus à la tête de la plupart des États d'Afrique francophone ne sont que des faire-valoir d'un système mis en place avec les accords de défense, de sécurité et d'économie des années 60, un système qui privilégie l'industrie capitalistique française au détriment des peuples africains et des peuples français. Une zone opaque, une zone de non-transparence qui s'appelle la France-Afrique. Ça, c'est ce que disait le gouvernement italien. Et le gouvernement italien l'a dit à l'Union européenne, qu'il y avait un lien entre la pression migratoire venue des pays d'Afrique francophone et la politique étrangère de la France en Afrique. Ça, c'est le gouvernement italien qui l'a dit. Donc, votre Sisikou n'a pas eu de mal. Il a suffi de récupérer l'argumentaire d'un gouvernement membre de l'Union européenne, le gouvernement italien, et puis de le donner au Parlement européen pour dire, voici ce que dit un autre gouvernement européen. Il y a bien un problème dans cette politique étrangère. Donc, il va falloir que vous l'examiniez. Voilà comment la pétition des plus de 100 000, et elle a été accompagnée des signatures et des preuves de signature. J'ai tout donné. Tout comme les preuves que l'audience du 16 avril entre M. Guillot et M. Biya n'a jamais eu lieu. Je les ai données à l'Union européenne. J'ai donné toutes les preuves que M. Biya n'exerce réellement aucune fonction à la tête de l'État du Cameroun depuis de très longs mois et même peut-être de très longues années, selon tous les indices concordants des analystes. Et donc, la République française est complice de couvrir une vacance de la présidence de la République, une vacance qui profite à l'exploitation, au bradage, au pillage accéléré de ce pays. Déforestation, pillage des mines, quantité de pétrole prélevé qui ne sont pas déclarées. Bref, j'ai donné à l'Union européenne la preuve que la politique étrangère de la France en Afrique francophone en général, au Cameroun en particulier, est abusive. Et l'Union européenne elle-même avait déjà reçu de nombreuses pétitions parallèles allant dans ce sens. Voilà le travail qui a été fait. Mais alors, que demandions-nous? Nous demandions que l'Union européenne fasse une résolution ordonnant à la France de mettre fin à ces relations exceptionnelles, à ces relations non transparentes, à ces relations opaques avec les pays d'Afrique francophone. C'est-à-dire de mettre unilatéralement fin au franc CFA, mettre unilatéralement fin à sa présence militaire en Afrique, là où, en réalité, il fallait plutôt que les pays africains financent une force africaine internationale pour garder, pour protéger leur propre territoire. Il fallait que la France se retire. Oui, c'est ce que nous avons demandé. Qu'elle se retire et que la France s'inspire de l'Allemagne, qui est première puissance économique sans avoir une relation d'exploitation coloniale avec un quelconque pays africain. Que la France construise, elle aussi, sa puissance économique sur une réforme de sa doctrine économique, sa doctrine d'investissement, sa doctrine de coopération. Ce n'est pas impossible puisque l'Allemagne l'a réussi. Et moi, Franklin Yamsiwa Cameroun, je disais que M. Macron s'est entouré d'une organisation qui s'appelle le Conseil présidentiel pour l'Afrique. Cette organisation n'est pas efficace. Il faut consulter plus largement l'intelligentsia africaine et française pour que des propositions aidant la République française à sortir de la dépendance envers l'exploitation inique de l'Afrique et aidant les républiques africaines à sortir de la dépendance envers la couverture antidémocratique de la France, il fallait que des propositions de ce genre nourrissent la réflexion des deux côtés, du côté des peuples africains et français, afin qu'une nouvelle coopération soit pensée. Bref, il faut d'une part libérer la France de l'esclavage de son élite envers l'exploitation injuste de l'Afrique, parce que la France a une élite politique qui est incapable de concevoir la puissance française sans le bradage de l'Afrique.
Et il fallait de l'autre côté libérer l'Afrique d'une élite incapable de concevoir le développement endogène, la démocratisation endogène, l'état de droit endogène africain, sans une couverture illégale, illégitime et criminelle de la puissance française. C'était cela le vrai chantier du XXIe siècle. Un chantier qui ne devrait pas être un chantier de haine. Il ne s'agit pas d'une haine raciale qui devrait s'installer entre les Blancs et les Noirs, une haine nationaliste qui devrait s'installer entre les Africains et les Français. Il faut non seulement se dire la vérité sur l'histoire, mais en même temps changer de paradigme, tourner la page courageusement et inventer un monde commun dans lequel l'égalité, la liberté, la fraternité cessent d'être des devises pour devenir des pratiques. Voilà ce que nous disions. Et voilà ce que nous avons proposé. Alors, tout ceci a été fait à la fin du mois de juin et la commission a siégé sur toute la documentation que nous avons envoyée. Elle a siégé là-dessus le 2 juillet. Le 2 juillet 2020. Nous sommes là maintenant début octobre 2020. Donc le mois d'août est passé, le mois de septembre pratiquement est passé avant que je ne reçoive le courrier officiel que voici. Le courrier officiel que voici, qui est la réponse de l'Union européenne à travers Madame Dolores, je crois que c'est Madame Dolores Montserrat. Madame Dolores Montserrat est la présidente de la commission des pétitions de l'Union européenne. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Bruxelles, donc the Chair Committee on Petition, European Parliament, eh bien, monsieur, la commission des pétitions du Parlement a examiné la pétition que vous lui avez soumise. Déjà, à la base, l'Union européenne ne voulait pas examiner la commission. C'est-à-dire les représentants français à l'Union européenne avaient tout fait pour qu'on n'examine même pas, c'est-à-dire qu'elle soit bloquée, qu'elle ne soit même pas regardée en commission. Bon, l'argumentation que nous avons menée a fait que la commission des pétitions siège pour examiner ce qui se passe au Cameroun. Et voilà pourquoi je vous dis que là où les gens voient que c'est un échec, voilà la première victoire. La commission des pétitions de l'Union européenne a été obligée de se pencher pour voir ce que les peuples africains, notamment le peuple du Cameroun, pensent de ce que fait la France dans son pays. Je suis malheureusement au regret de vous informer que nous ne serons pas en mesure de poursuivre son examen plus avant. La deuxième phrase nous annonce que la commission des pétitions ne veut pas aller plus loin, parce que si elle doit aller plus loin, c'est pour qu'il y ait une résolution qui sorte contre la politique française au Cameroun. Et en Afrique, par extension, parce que nous avons pensé à toute l'Afrique dans cette affaire. Alors, donc, pourquoi est-ce qu'on n'est pas en mesure? On nous donne, troisième paragraphe, votre pétition a en effet été déclarée irrecevable par la commission des pétitions le 2 juillet 2020, au motif que le problème que vous soulevez ne relève pas des domaines d'activité de l'Union européenne. Donc, quel est le problème que j'ai soulevé? Celui de l'ingérence de la puissance française dans le choix des dirigeants africains et dans les tractations successorales sur les dirigeants au Cameroun. Et le problème que j'ai soulevé, l'Union européenne dit qu'elle n'est pas compétente. Et elle continue en disant, bien que nous ne soyons pas en mesure de donner suite à votre pétition, je tiens à vous remercier d'avoir exercé votre droit de pétition. Donc, Madame Montserrat me félicite et nous félicite, chers pétitionnaires, pour avoir tenu bon, pour que notre pétition soit examinée. Alors, d'abord, faisons une analyse dialectique de cette lettre, qui se conclut par la formule d'habitude. Je vous prie d'agréer, monsieur, mes salutations distinguées. Oui, Madame Montserrat, je vous salue. Bon, ok. Faisons une analyse dialectique de cette réponse. Côté négatif, commençons par être lucide et honnête. L'Union européenne n'a pas accepté d'accompagner le peuple camerounais dans sa demande de mettre fin à l'ingérence de la République française dans la politique camerounaise. L'Union européenne refuse de nous accompagner dans ce chemin. Ce qui veut dire que le peuple camerounais est invité à se défendre lui-même. Le peuple camerounais est invité à se débrouiller lui-même. Ça, c'est clair? C'est le premier point. Donc, nous sommes d'accord. Mais en même temps, l'Union européenne a été amenée, la Commission de l'Union européenne a été amenée à examiner donc concrètement les actes posés par la République française depuis 1960 au moins, parce que nous avons fait un gros dossier au Cameroun. Et à prendre conscience du fait que, bien que plusieurs à l'Union européenne le sachent, mais ne le disent pas, désormais les peuples africains sont au courant, que le monde entier est au courant de ce que l'élite politique française, en complicité avec l'élite corrompue du Cameroun, ont fait d'injuste au Cameroun. À partir de là, on entre dans ce que j'appelle la victoire à la Nelson Mandela, qui disait « Je n'échoue jamais, j'apprends toujours ».
Nous leur avons fait savoir que maintenant les peuples savent. Parce qu'avant, les peuples ne savaient pas. Eux, ils savaient, l'élite française et européenne savait ce que fait la France en Afrique, mais elle pensait que les peuples africains ne le savent pas assez. Maintenant, c'est clair. Les peuples africains renvoient une image qui consiste à dire, eh bien, nous savons. Donne-moi que je vois le message. Eh bien, nous savons. Excusez-moi. Donc, le message qui est renvoyé, c'est que nous savons exactement ce que fait depuis plusieurs décennies, même centenaires, la France en Afrique, et nous vous le disons. Nous, peuples africains au XXIe siècle, nous vous disons que nous savons. Ça, c'est la première victoire. Les représentants, les élus de l'Europe savent maintenant que l'Afrique largement sait ce qui lui arrive. Parce qu'avant, tout cela pouvait se faire parce qu'il y avait une conviction en Europe que les Africains, l'écrasante majorité des peuples africains ne savaient pas. C'était très vague. Eh bien, nous leur avons donné la preuve que nous avons une connaissance précise des mécanismes d'exploitation de l'Afrique. Mais deuxième élément important, quand vous allez regarder les archives du Conseil de sécurité, je dis bien le Conseil de sécurité des Nations Unies, vous savez que ce conseil-là est tenu par 5 grandes puissances, celles qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. Les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni. Voilà les 5 puissances qui contrôlent le Conseil permanent et qui ont le droit de veto aux Nations Unies. Ce sont les puissances qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. Bon. Si vous allez, à l'instant où je vous parle, nous sommes aujourd'hui samedi 3 octobre 2020. Si vous allez faire une enquête sur l'initiative des résolutions sur tous les conflits qui concernent le Cameroun et sur tous les conflits qui concernent en particulier les pays d'Afrique francophone, anciennes colonies françaises ou anciens territoires sous tutelle française, si vous allez voir qui a l'initiative de toutes les résolutions de l'ONU concernant ces pays, vous serez frappé par une chose. L'initiative de toutes les résolutions de l'ONU concernant tous les pays, anciennes colonies françaises, anciens territoires sous tutelle française, cette initiative ne vient jamais de ces pays eux-mêmes, ni d'autres pays. L'initiative des résolutions concernant ces pays est réservée par l'ONU à la République française. Autrement dit, quand il y a des problèmes politiques au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en République centrafricaine, au Congo, dans tous les pays qui ont été colonies françaises ou territoires sous tutelle française, en 2020, en plein 21e siècle, c'est encore la France qui décide s'il faut ou non mettre en place une résolution. Tant que le représentant de la France aux Nations Unies n'a pas donné son accord ou lui-même introduit une résolution, personne ne peut le faire. J'ai donc fait valoir, et je ferai valoir devant l'Union européenne, que si l'Union européenne ne peut pas se mêler de s'intéresser aux conséquences de la politique française en Afrique, alors, de quel droit l'Union européenne considère-t-elle qu'elle peut avoir en son sein un État qui, lui, a l'initiative des résolutions des Nations Unies sur les pays africains? Bon, le Parlement européen dit qu'il ne veut pas s'ingérer dans les affaires africaines. C'est précisément pour cela qu'il ne veut pas juger de cette affaire. Mais la question, c'est, vous avez un État membre, la République française, qui, elle, s'ingère a priori dans les affaires africaines à l'ONU. C'est-à-dire que toutes les résolutions qui sont prises sur l'Afrique francophone sont des résolutions françaises. Nous allons poser le problème. Que ce soit à l'ONU ou à l'Union européenne, nous allons demander. Vous prétendez qu'on ne peut pas vous demander de légiférer sur la politique française en Afrique. Mais en même temps, vous reconnaissez à la France le droit de légiférer sur la politique africaine, puisque c'est la France qui a l'initiative des résolutions des Nations Unies sur l'Afrique francophone, anciens territoires coloniaux, anciens territoires sous tutelle. Alors, qu'est-ce qui peut justifier cette hypocrisie, si ce n'est en réalité le partage impérial et colonial du monde? Qu'est-ce qui peut justifier cela? D'un côté, l'Union européenne dit votre pétition est irrecevable parce que nous ne voulons pas nous mêler des affaires des États souverains africains. L'Union européenne n'a pas à se mêler des affaires souveraines des États africains. Ok, d'accord. Mais la France, qui est membre de l'Union européenne, s'en mêle. C'est-à-dire que l'Union européenne s'en mêle. Et d'autre part, vous, Union européenne, vous dites que l'une des rubriques dans lesquelles les citoyens européens ont le droit de faire pétition sont les affaires étrangères. Nous faisons, en tant que citoyens européens, pétition sur les affaires étrangères, vous vous dessaisissez, vous dites que ça ne peut plus. Là, nous venons donc de toucher une zone d'ombre.
nous venons de toucher une zone d'ombre. Donc l'Union européenne est complice du partage du monde issu de la Deuxième Guerre mondiale, issu de la Première Guerre mondiale et issu du partage de Berlin en 1884-1885. L'Union européenne est encore tributaire du partage colonial et impérial du monde. Cette expérience-ci me permet de vérifier concrètement que, collectivement, les Européens ne sont pas encore libérés du colonialisme. Collectivement, les Européens ne sont pas encore libérés de l'impérialisme. Autrement dit, le colonialisme, l'impérialisme et même l'esclavagisme, la traite des Noirs, n'ont pas encore quitté l'esprit des Européens. Puisque, en refusant de dire à la France qu'il faut laisser naître de véritables états de droit, encourager à la limite de véritables états de droit, de véritables démocraties en Afrique, et arrêter de l'exploiter, l'Afrique francophone, comme elle le fait depuis 1960 au moins, et avant aussi, être incapable de le dire à la France, c'est quelque part cautionner ce que fait la France. Rendez-vous compte que la France a une balance commerciale avec l'Afrique de l'Ouest excédentaire de 2 milliards d'euros par an. 2 milliards. 2 milliards d'euros par an entrent dans les caisses françaises comme excédent commercial avec l'Afrique de l'Ouest. Avec des pays comme le Cameroun, l'excédent commercial est de 1000 milliards de francs CFA par an. Des pays comme le Sénégal, l'excédent commercial en faveur de la France est de 4000 milliards. Mais comment peut-on dire que ces pays sont des pays pauvres, alors que dans son commerce avec ces pays, la France tire un excédent énorme et que la même France prête sous forme de dette des sommes risibles et ridicules. Bon, la France a un excédent commercial de près de 4000 milliards auprès du Sénégal. C'est-à-dire que quand elle échange avec le Sénégal, la France, elle, réussit à retirer 4000 milliards du Sénégal. Bon, dans ces 4000 milliards, il n'y a pas que du bénéfice. Il y a aussi le prix de fabrication des produits qu'elle vend au Sénégal. Mais en tout cas, la France réussit à extraire de la richesse du Sénégal. Comment peut-on expliquer que le même Sénégal vienne voir la France pour obtenir des prêts du genre 20 milliards de CFA, 30 milliards de CFA, 100 milliards de CFA? Comment un pays qui, en échange avec la France, fait gagner 4000 milliards par an à la France, peut-il s'endetter même de 100 milliards auprès de la France? Est-ce que vous ne trouvez pas ça aberrant et honteux? Prenez un pays comme la Côte d'Ivoire, excédant environ 1200 milliards de CFA au profit de la France dans les échanges commerciaux. Et la même Côte d'Ivoire, Ouattara vient au Club de Paris pour emprunter 100 milliards, 200 milliards. Comment pouvez-vous organiser une relation commerciale franco-ivoirienne dans laquelle la France s'en sort avec 1200 milliards de CFA par an et dans la même année, vous venez voir la France pour emprunter 100 milliards? Comment vous pouvez enrichir votre partenaire de, en tout cas, plus de 500 à 600 milliards tous les ans et quand même venir lui demander des crédits d'une somme inférieure? Si vous avez 500 à 600 milliards en sommeil dans votre économie, pourquoi ne pas les utiliser vous-même au lieu d'aller emprunter? Le Cameroun, 1000 milliards d'excédent commercial de la France avec le Cameroun, chaque année. Et le Cameroun, chaque année, vient voir la France pour avoir 100 milliards, 200 milliards de crédits avec intérêt. Comment vous pouvez, dans un échange commercial avec un pays, l'amener à avoir une balance commerciale excédentaire de 1000 milliards à votre détriment et puis repartir voir ce pays pour emprunter 100 milliards dedans? C'est-à-dire vous faire prêter votre propre argent avec intérêt. Ces questions doivent être posées aux députés européens. Ces questions doivent être posées à l'Organisation des Nations Unies. Et c'est en fait un combat. La voix des pétitionnaires a donc commencé à être entendue. Pour nous, cette réponse négative de l'Union européenne signifie au moins la prise de conscience du fait qu'il y a un problème. Car je vous relis un paragraphe qui est important. Ce paragraphe est le suivant. Le problème que vous soulevez ne relève pas des domaines d'activité de l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui dit que le problème que nous, pétitionnaires du Cameroun, nous soulevons ne relève pas de son domaine d'activité. Vous avez bien compris? Donc l'Union européenne reconnaît qu'il y a problème. L'Union européenne ne dit pas que ce problème n'existe pas. Le problème de l'exploitation de l'Afrique francophone par l'ancienne puissance coloniale française. L'Union européenne ne dit pas que cela n'existe pas. Elle dit seulement qu'elle n'a pas les moyens d'agir sur la République française. Nuance. Voilà ce qu'elle a dit. Et quand je vous dis que cette réponse est une victoire, c'est un pas pour nous, c'est que l'Union européenne reconnaît donc qu'il y a un problème. Il y a un problème franco-africain, il y a un problème franco-camerounais. Sérieux. Et l'Union européenne reconnaît qu'elle ne
s'est pas donné ou n'a pas les moyens aujourd'hui de prendre ce problème à bras le corps. Pourquoi? Parce qu'il y a conflit d'intérêts, puisque l'Union européenne elle-même indirectement bénéficie de la politique africaine de la France. Vous voyez des pays qui ne sont pas directement membres de l'Union européenne, mais qui sont quand même dans la communauté économique comme la Suisse. La Suisse est un paradis fiscal de blanchiment d'argent public africain en pleine Europe. Et l'Union européenne ne s'est jamais attaquée à la Suisse pour cela. Des pays comme la Suisse, comme Luxembourg, comme Monaco sont des lieux de blanchiment de l'argent public des Africains. L'Union européenne fait comme si elle ne les voit pas. Des paradis fiscaux logés en pleine Europe. Les Européens se taisent. Pourquoi? Parce que l'argent ruisselle. C'est la théorie du ruissellement. Tout cet argent qui s'accumule dans les coffres-forts suisses, monégasques, luxembourgeois, l'argent volé, pillé en Afrique, il ruisselle sur l'élite politique européenne, d'une manière ou d'une autre. Et une partie de cet argent se retrouve dans d'autres paradis fiscaux, ceux des Bahamas, ceux des îles Caïmans, dont on parle souvent. Donc, il y a ici un conflit d'intérêts qui est reconnu. C'est-à-dire que nous reconnaissons qu'il y a un problème, mais nous vous avouons que vraiment, on ne peut pas, pour le moment, s'y attaquer. Peuples africains, débrouillez-vous. Donc, je vous dis donc que cette lettre, qui pour certains est le symbole d'un échec, pour moi est une source d'espérance. Oui, nous avons fait reconnaître qu'il y a un problème. Au moins, ils savent qu'il y a un problème. Ils disent seulement que ça ne relève pas de leur domaine d'activité, alors qu'ils ont mentionné dans leur domaine d'activité les affaires étrangères. Pourquoi les affaires étrangères font-elles partie officiellement des domaines d'activité de l'Union européenne? Et pourquoi, quand on leur pose un problème de politique étrangère provoqué par un État de l'Union européenne, tout d'un coup, elles ne sont plus, l'Union européenne n'est plus concernée? Et qu'est-ce qui explique toutes les déclarations européennes que nous connaissons? Résolution sur la Côte d'Ivoire, résolution sur le Cameroun. On connaît les déclarations de l'Union européenne. En dernière date, il y en a eu une sur la Côte d'Ivoire, exigeant des élections inclusives, transparentes, etc. Donc l'Union européenne elle-même là, elle se mêle et elle parle de ce qui se passe en Afrique, mais seulement quand ça l'arrange. Et là, quand ça la dérange, c'est-à-dire quand elle est obligée de questionner l'une des puissances essentielles du moteur franco-allemand, ça freine des quatre fers. Et Mme Dolores Montserrat représente ici en réalité au fond les intérêts français au sein de l'Union européenne. Je recommence. Madame Dolores Montserrat, qui m'a répondu, la présidente de la commission des pétitions de l'Union européenne, représente par sa réponse les intérêts français. C'est le lobby français à l'Union européenne qui a induit cette réponse. Mais cette réponse est la reconnaissance du fait que le problème est donc connu en haut lieu. Et je tenais à vous informer dans cette communication spéciale, et je vais continuer. Nous allons continuer. Tous ceux d'entre vous qui ont pétitionné, que ce soit sur la version disponible sur Internet ou sur la version par WhatsApp, vous avez fait œuvre utile parce que votre voix est maintenant entendue au cœur de l'Europe. Ils se sont assis et il leur a fallu 2 mois pour m'envoyer ce courrier officiel. 2 mois. Ils ont pris 2 mois. Donc, la situation du Cameroun a été discutée dans cette commission des pétitions, au moins, me dit-on, pendant 4 heures. En plusieurs séances, 4 heures, ils ont examiné chacun de nos arguments et ils concluent qu'il y a bien un problème. Ils disent qu'il y a un problème. Moi, je n'espérais pas que du jour au lendemain, l'Union européenne s'engage à sanctionner la République française. Soyons sérieux. Ce que je voulais, c'est que l'Union européenne se rende compte que les Africains, les Franco-Africains, les amis de la liberté des peuples maîtrisent le dossier. Et que la conscience des peuples est très nette, que ça ne peut pas continuer. Je voulais que cette information entre aux plus hautes instances de l'Union européenne. L'objectif est atteint. C'est en ce sens que je vous dis, comme Nelson Mandela, je n'échoue jamais, j'apprends toujours. Cette lettre, réponse, je ne l'ai pas gardée pour moi parce que certains pourraient penser que, puisqu'on refuse de prendre en compte les revendications de notre pétition, on devrait à la limite cacher cette lettre parce que ce serait l'aveu d'un échec. Moi, je vous le dis, pour moi, politiquement, c'est un succès. On reconnaît qu'il y a un problème. On dit qu'il y a un problème. Ce n'est pas qu'il n'y a pas un problème, parce que si on nous avait dit il n'existe pas de problème, que le problème que vous évoquez est un problème inexistant, c'est un problème illégitime, c'est un problème invalide. Non, ce n'est pas le problème qui est faux. C'est l'Union européenne qui se lave les mains dans un ponce-pilatisme spectaculaire. Nous ne pouvons pas. Je conclus, car je voulais informer le peuple des résistants de cette victoire in fine. L'avenir des peuples africains et l'avenir du Cameroun est dans les mains du peuple camerounais. Ce genre d'expérience doit nous apprendre que, certes, il faut faire ce travail de lobbying, ce travail de sensibilisation, ce travail d'argumentation.
ce travail de défense intellectuelle, judiciaire, médiatique, diplomatique de la cause des peuples africains opprimés. Mais il ne faut jamais oublier que c'est parce que les peuples vont continuer à se mobiliser. Et c'est parce que le peuple camerounais va continuer à se mobiliser pour récupérer la totalité de ses droits souverains inaliénables que cette démarche-ci aura une crédibilité historique encore plus profonde, encore plus dense. C'est la bataille de la mobilisation instruite, éclairée par l'engagement exemplaire du président Kamto au Cameroun. C'est cette bataille-là qui est le socle fondamental de toutes les revendications internationales du peuple camerounais. Si nous faiblissons sur le terrain de la mobilisation, eh bien, nous faiblirons sur le terrain des lobbying, le terrain de l'argumentation, le terrain de la sensibilisation diplomatique, le terrain de la prise de confiance et de la prise de conscience universelle, eh bien, non pas seulement du peuple camerounais, mais de l'ensemble des peuples africains déterminés à jouir de tous leurs droits. Pour moi, donc, cette réponse de la présidente de la commission des pétitions de l'Union européenne est une consécration, une reconnaissance, eh bien, de la percutance et de la pertinence des Camerounais mobilisés. Je voudrais, une fois de plus ici, féliciter chacune et chacun des pétitionnaires, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre du Cameroun, qui a cru en la valeur de cette action. Je voudrais féliciter toutes les Camerounaises, tous les Camerounais, sincèrement engagés pour le changement du pays, au pays, à travers l'Afrique, comme dans la diaspora en général. De prendre confiance que c'est la seule manière de vivre, c'est de vivre pour la liberté, la justice, la connaissance et l'amour. Je recommence. La seule manière de vivre authentiquement, c'est vivre pour la liberté et la justice. Vivre pour une prospérité par la connaissance et surtout, vivre pour l'amour. Chers amis, je vous souhaite une excellente suite de samedi. Je crois que je reviendrai peut-être dans quelques heures pour vous parler eh bien, de la notion de liberté conditionnelle dans la dictature d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Un sujet qui me parle beaucoup depuis plusieurs jours. Qu'est-ce que c'est qu'être libéré conditionnellement par un satrape? Nous en parlerons dans quelques heures. Je vous souhaite une excellente soirée et un bon week-end. Vive le peuple camerounais en résistance. Vive les pétitionnaires, plus de 100 000, anti-Guillou, anti-France-Afrique, anti-ingérence. Vive tous les Africains en lutte pour l'état de droit, la démocratie, proprement africain, sortis des entrailles de l'Afrique. Vive les amis de la liberté dans toutes les nations du monde, de toutes les couleurs. Vive tous ceux qui croient que vivre, c'est vivre pour la justice, pour la vérité, pour la liberté, pour la connaissance et pour l'amour. Portez-vous bien.